La bataille finale entre les héros et All for One et ses alliés commence cette fois-ci pour de bon durant cet épisode et maintenant il n'y a plus qu'à profiter des combats. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Rodway Senpai et aujourd'hui on va discuter de l'épisode numéro 6 de cette saison 7 de My Hero Academia. Avant de commencer, je vous invite à liker cette vidéo si elle vous plaît, à vous abonner si c'est pas déjà fait, sans bien sûr oublier d'activer la cloche des notifications. Merci d'avance à tous ceux qui le feront. Comme je le disais précédemment, j'ai vraiment trouvé cet épisode incroyable car on a eu le droit dans le même épisode à plusieurs choses intéressantes, comme tout d'abord, et ce qui est pour moi le plus important, la révélation du plan complet des héros pour combattre All for One et sa clique. Ensuite, on a eu le début de la bataille et quelques surprises avec Midoriya qui s'est fait kidnapper par exemple. Et donc l'épisode commence par un petit retour en arrière, on revoit notamment l'instant où All Might accompagné de Tsukayoshi et le principal de Yue font éruption dans la salle où se trouvent les élèves de la seconde A. Cette fois-ci, All Might va nous révéler l'intégralité du plan qu'a eu Aizawa pour essayer de battre All for One. L'objectif étant donné qu'All for One sait où se trouvent ses ennemis grâce à l'alter recherche est de le faire croire qu'Izuku reste irrité et fatigué, que les héros enchaînent les erreurs et que tout se passe comme il l'avait prévu. Comme nous le savons déjà, le plan des Razorhead repose sur Yuga Aoyama qui doit trouver le courage d'attirer son ancien maître là où veulent les héros. Un des plus gros points d'ombre dans le fait qu'Aoyama aide les héros se trouvait dans le fait que s'il faisait ça, All for One donc allait éliminer ses proches. Et suite à cette question de Yaoyorozu, All Might va nous révéler la solution qu'ils ont trouvée. Par contre, il va pas nous dire comment ils vont faire pour sécuriser les Aoyama, mais vu qu'il n'y a pas de rencontre directe entre eux et All for One, je pense qu'il ne peut rien faire et j'imagine qu'il dispose d'une grosse protection. Mais bref, du coup on en vient à la résolution du plus gros mystère de l'épisode précédent qui était comment les héros ont réussi à berner All for One alors qu'il a un alter capable de lui faire savoir si quelqu'un lui ment, plus loin encore, si quelqu'un a la moindre hostilité envers lui. D'ailleurs ça m'a étonné de savoir que les héros étaient au courant qu'ils disposaient d'un tel pouvoir, mais pour le coup il fallait absolument qu'ils trouvent un moyen de contrer ça. Et Aizawa a donc pensé à un des élèves les plus proches de lui, il s'agit du jeune Hitoshi qu'il a pris sous son aile. Hitoshi Shinso qui possède l'alter contrôle mental et qui de base ne pouvait pas faire parler sa cible avec son alter ni la faire utiliser sa tête, a amélioré son alter pour finalement réussir à faire parler sa cible. Son rôle sera donc de contrôler les Aoyama quand ils seront au téléphone avec le roi du mal. Ensuite, Fumikage va faire une remarque intéressante en disant que si le plan s'arrête là, il ne marchera pas car s'ils vont là-bas et qu'ils se contentent d'attendre les vilains au point de rendez-vous, All for One alors les cramera direct avec l'alter recherche. All Might va lui dire que bien évidemment ils avaient pensé à ça et que pour ne pas se faire cramer, ils devront faire en sorte de ne pas être là au moment où il y sera. Et c'est là que vient le troisième pilier du plan, donc après l'importance de Yuga Aoyama pour entrer en contact avec All for One, puis l'importance de Hitoshi Shinso pour lui faire croire qu'il ne craint rien, c'est au tour de Naito Monoma d'entrer en jeu. Il lui a été donné pour mission de copier l'alter de Black Mist et de le maîtriser en quelques jours pour que le plan soit un succès. Et pour le coup, c'est grâce à Naito Monoma que les héros ont pu apparaître, grâce à la copie de l'alter de Black Mist, ce qui a permis donc aux héros de contrer l'alter recherche. La suite du plan nous avait été révélée dans les épisodes précédents. Une fois l'ennemi attiré là où il le voulait, l'objectif sera de les séparer. Pour ça, ils vont utiliser le système 3 qui sont en fait des cages métalliques qui semblent réduire l'efficacité des alters en plus de ça et qui sont venus enfermer donc les vilains en partant du sol. Ces cages sont toutes équipées de propulseurs pour les faire avancer jusqu'à d'autres portails créés par Naito pour qu'ils soient tous envoyés à des endroits différents où les héros qui ont été choisis les rejoindront. On comprend que même si les vilains parviennent à détruire leur cage, les héros derrière leur mettront la pression pour qu'ils aillent quoi qu'il arrive dans le portail qui leur est destiné. Ensuite, dans le plan, il va y avoir un élément qui risque de tout chambouler, c'est le fait qu'Izuku va être tiré dans un autre portail par Himiko Toga. J'ai d'ailleurs pas compris comment elle avait fait étant donné qu'elle était censée être dans la cage, mais bref, cela va mettre dans tous les cas en péril le plan tout entier. Malgré ça, le plan continue et Naito est désormais attendu auprès d'Aizawa pour la phase 2. All for One a été envoyé à la villa du mont Gunga, l'actuel numéro 1 des héros l'a rejoint avec Dieu Sylvestre, Ox lui l'attendait déjà là-bas. Crématorium lui a été envoyé à Kamino et c'est son frère Shoto qui devra l'affronter. Au-dessus de Yue a été envoyé Tomura Shigaraki, Best Jainist l'attendait déjà là-bas, Bakugo l'a suivi ainsi que le Big Three et Mirko. Izuku Midoriya était censé être avec eux mais comme il a été agrippé par Toga Himiko, il a fini à Okutojima, là où se trouvent donc Ochako et Tsuyu pour affronter Toga Himiko. Évidemment on sent que le plan tourne déjà à la catastrophe si Izuku n'est pas là pour affronter Shigaraki, surtout qu'énormément d'éléments ont été mis en place pour lui assurer la victoire. Entre la barrière électrique, le sol qui se reconstitue, Best Jainist qui l'harcèle avec ses fils, le système qui permet d'éviter les ondes de désagrégation, plus Aizawa et Naito qui empêchent Shigaraki d'utiliser ses alters, le chef de l'Alliance se retrouve dans un endroit spécialement conçu pour le vaincre, ils l'ont appelé le cercueil volant. À l'intérieur du cercueil volant, une vraie équipe se démène pour que le sol que détruit Shigaraki se reconstitue, il s'agit d'une équipe composée des élèves et professeurs de la filière assistance accompagnés de Yaoyorozu qui grâce à son alter crée les pièces nécessaires pour la reconstitution. Best Jainist nous raconte comment il a été difficile de créer un endroit pour empêcher Shigaraki de tout détruire
détruire et donc d'éliminer les héros, mais il va nous expliquer que ces deux derniers combats, d'abord contre Izuku et puis contre Star and Strip, leur ont donné la réponse. L'idée était de faire en sorte de le combattre dans les airs, et c'est Mei Hatsume qui a rendu cela possible. On nous explique qu'elle a modifié le système d'évacuation contre la désagrégation qu'avait Yue, elle a ensuite scindé les blocs qu'elle a transformés en drones. Quant au problème du manque de matériaux, il a été réglé avec la présence de Yaoyorozu, elle s'est donc mise à créer des blocs pour pouvoir les remplacer quand il le sera nécessaire. Les héros se sont ensuite confrontés à un gros problème d'électricité pour alimenter le cercueil, et c'est là que les élèves possédant un alter en lien avec l'électricité, comme Kaminari, ont été mobilisés. Vous l'aurez compris, comme je le disais, tout a été minutieusement préparé pour handicaper le plus possible Tomura Shigaraki, mais cela n'est bien sûr pas suffisant pour le vaincre, d'où la présence d'Izuku Midoriya qui était censé l'achever. Et dès les premières attaques de Mirko, on sent que l'absence d'Izuku va leur coûter très cher, étant donné que l'héroïne va prendre dès le début une violente attaque de plein fouet, et c'est d'ailleurs sur ça que l'épisode va s'achever. Pour le coup, on peut dire qu'à partir de maintenant, les épisodes qui suivront seront hyper intenses et auront une certaine tension, à savoir qui des vilains ou des héros gagneront cette bataille. Ce que je peux dire aussi à propos de cet épisode, c'est qu'All for One, à part subir, n'a rien fait d'autre, c'était d'ailleurs assez surprenant. Mais après, il est évident qu'il va réagir, mais on sent bien que le plan des héros l'a clairement pris de court et il s'y attendait pas. Surtout que malgré toutes les précautions des héros, il y a un élément et pas des moindres qui ne fonctionne pas comme prévu, et c'est bien le combat contre Shigaraki. Le fait qu'Izuku ne soit pas là met les héros dans une situation plus que délicate, sans compter que Tomura, malgré l'alter des Razorhead, est quand même capable d'utiliser un pouvoir un peu chelou qui semble assembler plusieurs mains entre elles et qui a surpris Mirko qui s'est pris l'attaque de plein fouet. Bon, pas de panique pour Mirko car on la revoit dans la preview sans non plus être dans un trop mauvais état, mis à part le fait que ses prothèses de son bras gauche et de sa jambe droite ont été détruites par le coup de Shigaraki. Ensuite, je pense que c'est pas trop compliqué à deviner, si les héros veulent avoir une chance de gagner cette bataille, il faut absolument qu'Izuku trouve le moyen d'aller sur le cercueil volant, mais malheureusement, il semble que Toga n'a pas l'intention de le laisser faire. Pour ce qui est de la répartition des rôles chez les héros, donc ceux qui ont été choisis particulièrement pour combattre l'ennemi, je suis content de constater que j'ai eu raison, même s'il faut le dire, c'était pas très compliqué. Donc vous avez vu que Shoto devra affronter Toya, Ochako affrontera Himiko, Izuku était censé combattre Shigaraki, mais finalement, il se retrouvera à se battre contre Himiko aussi. Là où j'avais un doute, c'était de savoir qui s'occupera d'All for One, et finalement, et c'est assez logique, le numéro 1 donc des héros et le numéro 2 ont été désignés pour le vaincre. Pour finir et pour en revenir au plan d'Aizawa, il faut le dire, je vois pas ce qu'il aurait pu faire de mieux, son plan est juste parfait, du moins sur le papier, parce que dans le feu de l'action, on se rend compte qu'il y a plein d'anomalies. Par exemple, lorsque le système 3 s'est enclenché pour enfermer les vilains, comment ils ont fait pour savoir que les ennemis seraient à l'endroit précis où les cages apparaîtraient? Comment ils ont su qu'ils n'attraperaient pas dans la même cage Himiko et Crématorium, ou pire Crématorium et Shigaraki par exemple? Pour moi, le fait que ce plan ait marché relève tout simplement de la chance. Ensuite, comment les héros ont su quel portail amener où? Lorsque Naito a ouvert des portails pour que les héros poussent les cages à l'intérieur, comment ils savaient que ce portail correspondait à tel lieu, et comment savaient-ils que chaque cage était juste en face du portail qui correspondait à l'ennemi qui était à l'intérieur? Pour moi, la seule explication, c'est que Naito, en plus d'ouvrir les portails, a vu quel ennemi a été enfermé dans quelle cage, ce qui lui a permis donc de faire cette prouesse, mais je trouve que si c'est le cas, c'est trop énorme et que vraiment il est trop fort. Mais bref, en vrai, je chipote, mais sur le moment, ça m'avait quand même intrigué. Dans tous les cas, la suite risque d'être vraiment captivante, et je sais qu'All for One va nous sortir une masterclass d'ingéniosité. Il faut tout de même pas oublier qu'il a l'expérience de plusieurs vies et par conséquent de plusieurs guerres, il sait réagir.